Le programme du webinaire de ce jour, il est relativement simple, hein. La direction de l'Institut universitaire international va faire un mot d'accueil et présentera succinctement l'Observatoire des compétences. Et puis je ferai une introduction au webinaire et nous entrerons ensuite dans le cœur du webinaire qui est finalement la réaction d'experts, 3 experts que nous avons dénichés afin de nous donner un feedback sur des réflexions que nous avons tenues à la fin de ce projet, ce portfolio de projet qu'est l'Observatoire des compétences. Alors je vais tout de suite maintenant donner la parole à monsieur Paul Wagner. Paul Wagner est le directeur de l'Institut. Monsieur Wagner, vous avez la parole si vous saviez nous présenter en quelques mots l'Institut et l'importance de cet Institut pour le Luxembourg. Bonjour tous ceux qui participent à ce webinaire. Quelques mots donc sur l'Institut universitaire international Luxembourg. C'est un établissement d'utilité publique qui opère sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur depuis 1999. En quelques mots, sa mission. D'abord, nous sommes actifs au niveau de la formation continue avec focus sur la formation continue universitaire. Nous travaillons sur des projets de recherche appliqués en matière de formation continue universitaire et de plus en plus aussi en matière de ressources humaines. Et depuis des années, nous travaillons, nous développons des outils que je qualifierais d'outils pédagogiques. Je vais revenir là-dessus par après. Le slogan relatif de l'UL, donc en ce qui concerne sa mission en matière de formation continue universitaire et de ressources humaines, c'est que nous essayons de soutenir l'économie luxembourgeoise en développant des compétences sociales et techniques des organisations ou au travers des collaborateurs de ces organisations. Les activités concrètes de l'UL à cet égard sont alors les suivantes. D'abord, au niveau des formations, nous concevons depuis de longues années des formations de type managérial, telles que par exemple la formation managériale pour le secteur hospitalier, ou encore la formation des médecins coordinateurs pour les cliniques luxembourgeoises, ou des formations de type expertise, telles que la formation pour staff juridique, ou encore la formation en public performance auditing pour dépenser, disons, d'une façon plus efficiente et plus intelligente de deniers publics, qu'ils soient luxembourgeois ou européens. En ce qui concerne la recherche que je qualifierais de très appliquée de l'UIL, d'abord, nous faisons des projets de recherche sur la formation continue au travers de notre projet Califorme, où nous avons essayé, par exemple, de concevoir, de définir, si vous voulez, le profil du formateur en formation continue, ou encore nos projets qui portent sur le double return invest de la formation continue, voire de la formation continue universitaire. Il est vrai que nous observons régulièrement que très souvent, des collaborateurs d'une organisation sont envoyés en formation continue et très souvent, lorsqu'ils retournent en entreprise, ils n'ont pas l'occasion de mettre alors en pratique ce qu'ils ont appris pendant la formation continue. Il en résulte que le return invest pour l'apprenant, mais aussi pour l'organisation, risque d'être faible et il faudrait à l'avenir faire ça d'une façon différente. Deuxièmement, sur les ressources humaines au sens large, ce qui nous intéresse à cet égard, c'est par exemple la question suivante: quels seront les profils de compétences 2020 pour le secteur hospitalier? Ça, c'est un projet que nous réalisons en collaboration avec la Fédération des hôpitaux luxembourgeois. Ou quel est le rôle de l'organisation apprenante dans le contexte des ressources humaines? Rappelez-vous ce que vous avez dit il y a une minute, très souvent, les collaborateurs retournent dans l'organisation et n'ont alors pas l'occasion de mettre en pratique en musique ce qu'ils ont appris en amont pendant les formations. Troisièmement, les outils pédagogiques développés par l'Institut. Dans le cadre de nos formations managériales, telles que cette formation managériale pour le secteur hospitalier, nous avons revu à la baisse le nombre de journées de formation présentielle de 30 jours à 20 jours. Et nous essayons de combler le gap de 10 journées de formation qui ne sont plus en présentiel par un enseignement à distance. Et dans ce contexte, nous avons conçu une plateforme pédagogique pour que les apprenants puissent se préparer en amont des jours de formation qui se font en présentiel et de continuer à travailler sur ces activités de formation continue en aval des journées en présentiel. C'est ce qu'on appelle couramment faire du blended learning. Et en ce qui concerne toujours les outils pédagogiques, les plateformes publiques que nous avons aussi conçues ces derniers temps, comme par exemple la www.businessplan.lu, au travers de laquelle les créateurs d'entreprises
comment dire, sont appelés à réaliser, à concevoir leur propre plan d'affaires pour répondre à toutes les questions qui risquent d'être posées par des banquiers ou par d'autres investisseurs pour financer leur projet de création d'entreprise. Nous sommes dans ce contexte aussi en relation avec les banques d'affaires financières, notamment celles qui travaillent avec les PME luxembourgeoises. Finalement, en ce qui concerne alors toujours l'Institut, en résumé, on peut donc dire que si nous sommes convaincus au niveau de l'Institut que le développement des compétences techniques ou sociales est la clé du développement personnel, et de l'organisation, voilà pourquoi nous nous intéressons autant à la formation continue et à l'employabilité des collaborateurs, du recrutement jusqu'à la retraite. Nous parlons alors en interne de lifelong employability. Et nous allons creuser davantage ces questions demain, c'est-à-dire pendant les années à venir, en coopération avec les autres acteurs de la formation continue Luxembourg et au niveau de la grande région, vu le marché transfrontalier. Merci, Monsieur Wagner, pour cette présentation de l'Institut en général. Et maintenant, on va faire un focus un peu plus précis et par une brève présentation de l'Observatoire des compétences qui est soutenu par le Fonds social européen. Et c'est Diane Durin, qui est directeur adjoint à l'Institut, qui nous en dit quelques mots. Bonjour Diane. Bonjour Dominique, merci. Bonjour à tous. Donc voilà, je vais vous présenter brièvement l'Observatoire des compétences qui nous réunit aujourd'hui dans le cadre de ce webinaire. Donc l'Observatoire des compétences, à la fin du compte, c'est le troisième volet d'un projet qui dure déjà depuis quelques temps. Ce troisième volet a été entamé en 2011 et il se termine donc à la fin de cette année-ci. Et comme Dominique l'a mentionné, nous bénéficions du soutien du Fonds social européen pour réaliser toutes nos actions. L'Observatoire des compétences se comprend comme un portfolio de projets avec deux grands piliers qui sont les études thématiques qui consistent à faire une veille sur le marché de l'emploi en matière de compétences, quelles sont les compétences dont on a besoin sur le marché de l'emploi luxembourgeois, et puis aussi des études actions qui là vont consister plus à accompagner et à travailler avec des organisations publiques et privées sur des problématiques spécifiques de gestion et développement des compétences. Alors, pour ce qui est des études thématiques de l'Observatoire des compétences, nous avons donc réalisé différentes études. Comme je vous le disais, l'idée c'est un petit peu de faire une veille et puis de voir avec les acteurs de différents secteurs quels sont les besoins qu'ils ont en compétences à l'instant T et puis aussi d'inclure une notion aussi de prospective pour voir, ok, ce sont les besoins dont j'ai besoin en compétences que j'ai aujourd'hui et quelles seront les compétences au vu des évolutions du secteur dont j'aurai besoin demain. Donc pour ce faire, nous avons analysé plusieurs secteurs. Donc on avait commencé à l'époque en 2011 avec le secteur juridique et on avait fait le focus sur les cabinets d'avocats qui représentent quand même une main-d'œuvre assez importante au niveau du Luxembourg. Nous nous sommes également intéressés à toute la thématique des e-jobs. Nous avons également analysé les compétences des encadrants dans le cadre des initiatives d'insertion, avec une étude thématique que nous avons intitulée Parcours ProLux. Nous sommes également intéressés aux besoins en compétences du secteur des soins. Et puis également, nous nous sommes intéressés à tout ce qui est la thématique du case management avec un nouveau métier qui est en émergence et qui consiste à dire qu'aujourd'hui, il faut vraiment faire le lien entre l'hospitalier et les soins après hospitalisation. Donc ça, c'est pour une approche en fait un peu plus classique de veille où nous avons donc recueilli les besoins des entreprises, soit au travers d'interviews, soit aussi au travers de workshops. Et puis on a également testé une autre approche dans le cadre d'une analyse sur les compétences dans le cadre des métiers à gestes dans l'agroalimentaire. Où là nous avons testé une autre façon de faire qu'on a appelé Job Manager, qui consistait à recenser les compétences en fonction des métiers. Alors ensuite, nous avons donc le deuxième pilier qui consiste en les études actions, comme nous les avons appelées. Donc pour les études actions, nous avons testé différents outils et comme je vous le disais tout à l'heure, sur des problématiques spécifiques.
que vous retrouvez à gauche du tableau. Donc, on a au niveau de la première problématique tout ce qui est les entretiens de développement professionnel, pour lesquels nous avons testé différents outils de bilan de compétences afin de voir dans quelle mesure ces outils pouvaient aider les managers et aussi les collaborateurs dans le cadre de ces entretiens. Donc, sachant que ces outils peuvent permettre de mieux se connaître, aussi bien pour le collaborateur qui est évalué que pour le manager qui a évalué son collaborateur. Nous avons également testé des outils dans le cadre de la formation continue, notamment avec nos propres participants, puisque nous avons des formations managériales et dans le cadre de ces formations, nos participants sont souvent amenés à se remettre en question, notamment au niveau de leur pratique managériale, et ces outils nous paraissaient être une approche intéressante pour les aider dans cette démarche. Et puis, nous avons eu donc un test au niveau de la formation initiale, où là, on a plus procédé au niveau du public étudiant à l'établissement de profils de référence par rapport aux métiers visés par leur formation. Et puis, ça leur permettait donc de voir un petit peu ce qui était attendu et quels étaient leurs points de développement. On a également utilisé et testé des outils dans le cadre de problématiques de mobilité interne, avec des plans de succession notamment. Dans le même contexte, nous avons également testé sur des problématiques de développement des compétences en interne dans les organisations partenaires. Comment est-ce que ces outils peuvent permettre justement de mieux cerner les besoins en compétences, les besoins en développement des collaborateurs. Et puis enfin, le dernier point, c'était donc sur l'établissement du descriptif de poste, sachant que les outils peuvent permettre de mettre des mots sur les besoins que l'organisation peut avoir. Donc, juste une dernière chose, au niveau des outils qui ont été testés, nous avons testé donc, le PSV 20 d'Assess First, nous avons également testé l'approche 5+1 de Hudson, le profil ProR de Central Test, également l'approche Lominger et enfin le Disc and Values. Merci Diane. Et on va rentrer maintenant dans le vif de ce webinaire qui vise finalement à clôturer ce portfolio de projets qui s'est étendu sur 5 ans, de 11, 12, 13, 14 et 15. Et plutôt que de faire une conférence ou un simple rapport, on a voulu innover. Ça fait partie un petit peu de l'ADN de l'Institut d'innover. Et on a préféré à une conférence une approche plus originale. Et donc, nous avons, dès le mois de juin, organisé 4 ateliers qui ont été filmés et de ces 4 ateliers, ça n'a pas été facile parce qu'il a fallu faire des choix et c'est toujours douloureux. De ces 4 ateliers, nous avons extrait une quinzaine de capsules vidéo, donc des petits films qui font entre 2 et 4 minutes et qui reprennent les points essentiels de ces 4 ateliers qui concernaient les compétences dans le cadre du recrutement, dans le cadre des plans de succession, dans le cadre du développement de carrière, c'est-à-dire tout ce qui est entretien, développement, plan de formation interne et autres. Et puis, il y avait un atelier qui était dévolu aux piliers des études thématiques, qui constitue un petit peu le think tank pour l'emploi et la formation ici au Luxembourg. Et ces 15 vidéos-là, nous les avons soumises à 3 experts qui avaient pour consigne de les regarder et de faire une sélection de 1, 2, 3 vidéos qui les inspiraient et qui les amenaient à réagir sur moi quand j'entends tel propos tenu dans tel atelier, j'ai envie de réagir de telle et telle façon, de compléter le discours qui est tenu par tel élément, par telle référence théorique ou par telle expérience de terrain. Et ces 3 experts que nous avons dénichés, vous les voyez apparaître là maintenant sur votre écran, on va commencer par les dames. Bonjour Petra. Petra. Petra Bederus est en fait
responsable des ressources humaines, a été responsable des ressources humaines dans de grandes entreprises. Elle a été élue HR manager en 2008. Et on voulait que Petra apporte au débat son ancrage national, parce qu'elle l'a exercé ici au Luxembourg, et qu'elle ait un regard à la fois systémique et opérationnel. C'est l'apport qu'elle a eu dans des projets qu'on a menés avec elle, notamment dans le cadre de l'Observatoire des compétences. Et puis, le deuxième invité, le deuxième expert qui va réagir aujourd'hui, il s'agit de Martin Lauzier. Martin Lauzier est professeur à l'Université de Québec en Outaouais, et la transition avec ce que M. Wagner a dit tout à l'heure en présentant l'Institut, comme quoi nous voulions accorder une dimension, une importance certaine à tout ce qui est transfert des apprentissages, mise en œuvre des apprentissages et du développement des compétences sur le terrain professionnel, eh bien, c'est justement la spécialité de Martin, qui était en année sabbatique ici en Europe et qui nous a rejoints aujourd'hui. Enfin, la troisième personne, c'est un homme d'état-major. Au sens propre comme au sens figuré. Guy Marchal est cadre supérieur à la police fédérale belge. Il intervient régulièrement dans les aspects ressources humaines dans des chaires d'université, que ce soit à Liège ou en Flandre. Et c'est un homme d'état-major, donc on va attendre de lui une certaine vision structurée et stratégique de la gestion des compétences. Bonjour à tous les trois, et je propose qu'on commence tout de suite avec une première vidéo. Donc la façon dont les choses vont se passer est la suivante. On va regarder la vidéo, et puis les experts qui ont demandé à voir cette vidéo nous diront pourquoi ils ont sélectionné cette vidéo-là et ce qu'ils ont à dire à son propos. Cette première vidéo, elle est tirée du premier atelier qui partait et porte sur le fait que les collaborateurs sont demandeurs de feedback, mais derrière cette demande, il y a des questions qui se posent. C'est pourquoi cette demande, pourquoi c'est important et qu'est-ce qu'on va en faire. Si d'aventure, Laurent qui est à côté de moi va lancer la vidéo, si d'aventure vous ne voyez pas apparaître la vidéo sur votre écran, n'hésitez pas à double-cliquer au milieu de ce dernier. On a remarqué qu'il fallait parfois faire un refresh de manière à ce que si elle n'apparaît pas automatiquement, chacun puisse en bénéficier. Voilà, alors on va regarder la première vidéo. On a fait une enquête de satisfaction en 2010 et le résultat, c'était que presque 2/3 du personnel demandait justement ça, avoir des entretiens réguliers pour valoriser les compétences, vraiment discuter sur ton avenir, sur tes perspectives, tes projets de carrière, peut-être les objectifs de ton département. On discutait rarement. On a donné la possibilité à tous les directeurs et à tous les chefs de département de passer un test de personnalité. C'était PSV 20 d'Assess First qu'on a offert l'année passée. Toutes ces 24 personnes, ils ont fait ou eu un entretien de développement professionnel et la satisfaction, elle était quand même énorme. On a évalué avec un logiciel et quand même la résonance c'était très très bon. Chez nous, on est tous indépendants, donc c'est un peu aussi une démarche vraiment individuelle. Après, ça devient, on les met un peu sur le chemin, et puis à la suite de quoi ils doivent développer ça, quitte à en reparler, parce qu'on est des indépendants, mais à la demande de nos collaborateurs, c'est un peu la même chose que pour le CHEM, on a dû mettre en place des entretiens annuels, à leur demande, express. Lorsqu'on met en place un tel système, donc on propose aux collaborateurs, que ce soit au CHEM, des questionnaires online pour que les collaborateurs y répondent. Alors je pars de l'hypothèse qu'il faut avoir en tête,
une vue systémique ce qui va se passer par après. Parce que c'est alors tout simplement une première opération qui se fait, et suite à la première opération, c'est le debriefing qui se fait. Et troisièmement, il faut se poser la question, dans quel contexte est-ce qu'on fait ça? Quel est l'outil de communication, l'espace de communication? Et très souvent dans les entreprises, c'est les Mitarbeitergespräche, comme on appelle ça du côté allemand, ou les entretiens de développement professionnel. Et il faut se prendre le temps nécessaire pour le faire, mais pour eux, c'est un moment très important. Ils se préparent normalement d'une façon formidable aussi, donc nous devons aussi nous préparer. Voilà, donc la première vidéo, et on va tout de suite demander à Martin Lausier de réagir et de nous faire part de ses réactions sur cette vidéo. Martin, je t'en prie. Oui, bonjour. Alors, j'aimerais remercier d'abord l'IUL de me permettre d'intervenir aujourd'hui dans ce webinaire à titre d'expert. Et bon, comme Dominique a si bien précisé d'entrée de jeu, je pense que mon regard à moi va être nécessairement d'apporter un point de vue d'ordre plus scientifique ou fondamental, si on veut, aux vidéos que j'ai eu la chance d'étudier. Et en fait, bon, concernant ce premier vidéo, moi, la demande des collaborateurs m'apparaît bien peu surprenante, considérant le fait que la pratique d'évaluation de rendement ou d'évaluation de potentiel en entreprise est une pratique importante, et ça pour plusieurs raisons. Bon, nécessairement, on comprendra bien que personne n'arrive à se transformer réellement de façon isolée. Hein. Le besoin de réinteraction des gens, ils l'ont besoin si en fait l'organisation, ce qu'elle souhaite, c'est permettre à ces individus de modifier en fait leur comportement ou de s'améliorer si on souhaite. Alors, généralement, un processus efficace de rétroaction va permettre, d'une part, comme il était dit dans la vidéo, de gérer le perfectionnement professionnel de certaines personnes et de préciser aussi les besoins personnels d'apprentissage ou de perfectionnement de ces mêmes personnes-là. Le lien peut-être que j'aimerais faire maintenant avec l'évaluation de rendement ou la demande des collaborateurs, c'est la fameuse équation de la motivation. Hein. Bon, depuis la nuit des temps, déjà, on court après cet ingrédient, en fait, en milieu organisationnel, qui est celui de la motivation. Comment savoir, bon, mieux motiver nos travailleurs. Et on sait, bon, à certains égards, parfois, que par le passé, malheureusement, la pratique d'évaluation de rendement, si je reviens un petit peu au premier point de la diapo, pour certains milieux est perçu comme un mal nécessaire, mais c'est pas nécessairement toujours quelque chose qui a su créer cet effet motivationnel pour diverses raisons. Mais néanmoins, certaines théories maintenant dans le domaine commencent à démontrer clairement la pertinence de cette rétroaction-là et en fait justifie par la même occasion les demandes des collaborateurs. Une théorie bon, que je cite en exemple ici, moi, est celle bien connue maintenant des travaux de D.C. Ryan sur la théorie de l'autodétermination, hein, qui, elle, repose sur la satisfaction de 3 besoins dits psychologiques. Hein. Un premier besoin étant celui d'affiliation, hein, c'est-à-dire le fait de sentir qu'on fait partie d'une équipe ou de quelque chose de plus grand. Deuxième besoin est celui de l'autonomie, hein, donc d'être en mesure de croire que ce qui nous arrive est un peu autodéterminé, ou en fait c'est nous qui sommes maîtres du cours des événements. Et un dernier besoin sur lequel j'aimerais insister, et je crois que c'est celui-là vraiment qui fait aussi état dans la vidéo qu'on a vue, c'est le besoin de compétence, et qui justifie justement cette demande des collaborateurs. Alors, le besoin de compétence n'est plus ni moins, c'est de se sentir compétent, hein, c'est de se trouver bon, en fait, dans ce qu'on réalise quotidiennement. C'est un besoin inné, ça, chez l'humain, et que celui-ci cherche à assouvir, et donc nécessairement qui peut justifier peut-être à certains égards cette demande-là qui provient des collaborateurs, donc de vouloir assouvir ce besoin-là, de se sentir bon et d'obtenir une rétroaction à cet égard-là. Hein. Le besoin de sentir qu'on peut mettre aussi à bon escient nos forces dans le cadre de notre travail. Hein. C'est quelque chose, encore une fois, qui est motivant, ça, le fait de savoir qu'on est utilisé à nos meilleures compétences, bon,
Mais nécessairement, ce besoin-là doit se confirmer, si on veut, par les autres, hein, d'où la pertinence de cette rétroaction-là qui est demandée. Donc, elle doit être confirmée par une tierce personne. On doit reconnaître, en fait, ces forces-là chez nous, et c'est ce qui entraîne l'effet motivationnel, je dirais. Un deuxième volet à ma réponse maintenant concerne davantage l'évaluateur que l'évalué. Hein. Il faut comprendre que pour avoir cet effet motivationnel-là, il est important également qu'au niveau de l'évaluateur, plutôt qu'on sache bien rendre le message à l'évalué, à la personne qui reçoit en fait le dit feedback. Sur ce plan, il y a des travaux récents qui ont été menés par des chercheurs canadiens à l'effet de qu'est-ce qui fait en sorte qu'une personne s'approprie un feedback donné à la suite d'un entretien de débriefing ou un entretien d'évaluation de potentiel ou quoi que ce soit, qui mettent en relief l'existence de possiblement deux dimensions distinctes à l'intérieur de cette appropriation-là. Hein. D'une part, on aurait l'acceptation du feedback, hein, et ça va de soi, mais qu'est-ce que c'est plus exactement? C'est-à-dire c'est le degré auquel une personne estime que le feedback rendu est en vogue, si vous me permettez l'expression, avec l'image qu'il se fait de sa propre personne, hein, donc première dimension. Et la deuxième, en fait, qui est tout aussi importante et sans doute même plus pour le développement, c'est le degré auquel on arrive à conscientiser l'évalué sur les actions qu'il peut mettre en place pour peut-être modifier son comportement ou encore même en indiquant quelles sont les conséquences de son comportement ou les enjeux de ses comportements sur son environnement de travail. Merci Martin pour cette première réaction. Et on va demander maintenant à Petra de réagir aussi sur cette même vidéo. Je t'en prie Petra. Petra? Ah. Manifestement, Petra ne nous entend pas. Petra? Oui. Je t'en prie. Si vous pouvez nous parler un petit peu pour... On avait un petit problème technique apparemment ici. Donc, bonjour à tous et merci de m'avoir invité. Donc, moi, quand j'ai vu la vidéo, en étant du terrain, vraiment dans la pratique de l'utilisation, ce qui m'a un peu interpellée, c'est la notion de personnalité dans un contexte d'évaluation sur le terrain. Personnellement, il me paraît très important de distinguer les notions de personnalité ou ce qu'on entend parfois de caractère quand on parle de collaborateurs et de préférences personnelles dans un contexte de travail. Et pour cela, il est important d'être très clair sur l'objectif et le contexte de l'utilisation d'outils psychotechniques et aussi de l'utilisation des résultats dans l'organisation. Donc dans une approche systémique et dans une compréhension systémique, comme M. Wagner l'a mentionné dans la vidéo aussi. Juste pour dire, on peut faire des entretiens annuels sans investigation, j'utilise le mot investigation, sur la personnalité et les préférences personnelles. Et à mon avis, le contenu des entretiens ne devrait par ailleurs ne pas se limiter qu'à des composantes individuelles de l'employé, comme les traits de personnalité ou de motivation, mais il doit obligatoirement aussi comprendre l'évaluation des réalisations, des relations au travail et du contexte dans l'année écoulée, le contexte de l'entreprise et le contexte aussi du poste de travail que l'employé occupe. Donc c'est un champ plus large. Or, les outils psychotechniques ont une assez forte attractivité. Et parfois, ça c'est mon expérience, on en oublie un peu tout l'environnement aussi, l'avant et l'après et l'impact et qu'est-ce qu'on en fait. Par exemple, ici, il y avait une demande d'entretien de développement. Donc, il me paraît indispensable de valider la bonne compréhension de la demande chez tous les acteurs, car l'utilisation d'un outil psychométrique ne peut être un outil, l'utilisation d'un outil ne peut pas être le but en soi. Est-ce que je réponds dans l'entièreté de la demande en mettant en place une action ou en utilisant un test? C'est comme toujours, je pense que la préparation, la mise en place et la communication sur ce qu'on veut
obtenir est aussi important que le résultat de chaque test, en fait. Sinon, où est-ce que je vois un risque? En fait, on entend beaucoup parler des risques psychosociaux, le stress, les gens se sentent facilement harcelés, il y a une rapidité au niveau du travail, les gens ont l'impression qu'ils n'ont pas toujours les moyens. Et si on ne travaille uniquement avec des outils psychotechniques, on oublie un peu aussi la responsabilité de l'employeur à donner à l'employé les moyens pour réaliser des objectifs. C'est des conditions de travail, c'est des objectifs qui sont réalisables et pas de trop, qu'il n'y a pas trop de changements. Pour moi, risques psychosociaux et utilisation d'outils sans approche systémique sont liés en fait. Mais quand c'est bien analysé et quand c'est bien communiqué surtout en amont, je pense que dans un cadre bien défini, l'utilisation des outils peut en effet avoir un effet facilitateur pour la discussion, parce que nous savons tous que par moment, entendre sinon rapidement dans ce qu'on se dit tous les jours aussi. Et donc pour compléter ou pour amener quelques éléments qu'on a tendance à ne pas voir ou qu'on n'a jamais aperçus dans les compétences de nos collaborateurs, je pense que l'utilisation des outils peut être bien, notamment pour pouvoir élaborer des pistes de développement et aussi pour discuter peut-être plus clairement et plus facilement sur des plans de carrière pour les collaborateurs, ce qui, en soi, après, du coup, a un effet sur les motivations, sur la motivation. Merci Petra et merci Martin pour ces premières réactions. Alors j'ai vu sur le tableau de bord ici du webinaire qu'il y avait l'une ou l'autre personne qui avait levé la main. Je vous rappelle que si vous avez des questions, si vous souhaitez poser des questions, eh bien, il y a le chat là sur la droite, vous les posez par écrit, ou si vous avez un petit problème, vous le signalez là aussi et le cas échéant, on pourra le résoudre également. On va regarder la deuxième vidéo avant de passer aux questions de manière plus générale. Cette deuxième vidéo qu'on a appelée les clés du transfert est en fait issue de l'atelier sur le plan de succession. Et là, il a été question du transfert de compétences entre les collaborateurs plus expérimentés, les seniors. Et Dieu sait si c'est une thématique qui va être extrêmement importante dans les années qui vont venir ici en Europe de l'Ouest. Entre transfert de compétences entre les seniors et les juniors, les jeunes collaborateurs. On regarde cette vidéo. Vous allez avoir les volontaires qui vont venir toc-toc aux ressources humaines et dire « Tiens, lui, il a fait ça, pourquoi moi je ne peux pas le faire ?» Ok, on se pose. Et toi, tu veux le faire exactement comme ça ou tu vois? Et là, on va aussi voir comment les gens apprennent. Parce que vous avez dit entendre. Vous avez des gens qui ont besoin de voir. Et donc, quand vous leur mettez comme on appelle un coach, vous ne pouvez pas dire celui-là, il est très bon, il ne sait peut-être pas communiquer avec celui-ci. Il faut peut-être modifier les comportements de celui qui est le coach, mais aussi de celui qui va recevoir la formation. Parce que s'ils ne s'écoutent pas ou s'ils ne se regardent pas, s'ils ne sont pas capables d'utiliser tout leur sens pour ponctionner ce qui est intéressant, on va perdre, je dirais, probablement tout le savoir de la personne parce que ce qu'elle avait à transmettre, elle sait que le montrer. Elle ne sait pas l'expliquer. Moi, j'ai eu un cas d'un gars, on l'a mis avec 10 personnes, puis à un moment donné, on a dit, on arrête, il ne sait pas transmettre son savoir. Et puis, on lui a mis un petit jeune à qui on a donné les clés de la communication du coach, et ce petit jeune a pompé comme une éponge, et ça s'est passé super bien. Mais on avait essayé avant, sans inclure le paramètre comportemental, à ce point, on a perdu beaucoup de temps pour faire de la transmission de savoir, on a failli la rater. Oui, c'est clairement ce que... En fait, c'est se dire qu'on considère souvent qu'une personne expérimentée est bon transmetteur ou en tout cas bon tuteur, si on peut utiliser les termes qu'on utilise souvent, ce qui n'est pas du tout le cas. Et je pense qu'il faut à cette personne
donner les clés de comment transmettre, bon, c'est de la formation pédagogique, mais ça peut être des outils, voilà, pour vous dire comment est-ce que un des outils peut être de dire à la personne qui est tutorée ou à la personne à qui il doit transmettre, c'est-à-dire il est comme ça, sache-le. Si donc voilà, il faut, et donc ça c'est un outil, c'est aussi un outil. C'est pour ça que le 70% est aussi important, parce que c'est le faire. La personne, même s'il ne sait pas transmettre, moi, en tant qu'apprenti, si je n'arrive pas à acquérir les compétences, je ne vais pas pouvoir. Donc, je vais, d'une manière, trouver les clés. Dans les plans de transmission de connaissances, de compétences, une personne qui arrive n'a pas nécessairement uniquement aussi un seul référent. Donc, si ça ne se passe pas nécessairement bien avec la personne, il y a aussi d'autres personnes autour vers lesquelles elle peut aller. Et c'est vrai que on dit souvent aussi que c'est jamais un très très ancien qui va former un tout jeune. Il y a souvent des échelons entre, à un moment donné, pour pouvoir combler ce gap, mais bon, quand c'est possible. Voilà. Alors, pour réagir sur cette vidéo qui traite des clés du transfert et sur la façon dont on peut faire le passage entre les anciens, mais les plus matures et les plus juniors, eh bien, Guy Marchal voulait réagir. Je vous en prie, Guy. Oui, bonjour à tous et un grand merci également pour l'invitation. Donc, on vient de l'entendre, les gens apprennent de façon différente, les individus, mais aussi les groupes, les organisations apprennent différemment. Et on va rechercher des coachs ou on va essayer de rechercher des clés pour permettre la communication et le transfert des connaissances. En fait, bien, il y a évidemment plusieurs théories sur la façon d'apprendre. Par exemple, Kolb qui a donné un cycle qui a une alternance d'action et de réflexion pour pouvoir faire apprendre et transmettre des connaissances. Dans les formations où j'interviens, et je dirais surtout pour des cadres dirigeants, on va justement les sensibiliser à cette diversité dans les modes de transmission et d'apprentissage de leurs collaborateurs. Et nous utilisons, ou j'utilise également, une version simplifiée de ce modèle de Kolb qui est le modèle de René et Mumford. Et vous voyez sur le slide en orange un petit peu atténué dans les coins différents styles, comme par exemple le style actif. Là, nous aurons des personnes qui vont se caractériser par un goût de s'impliquer concrètement dans une expérience, de plonger dans une activité ici et maintenant. Ce goût sera également stimulé lorsqu'il y aura un élément de nouveauté ou de défi et la possibilité de jouer en tous les cas un rôle actif en interaction avec d'autres membres du groupe. Un autre style, c'est le style réfléchi ou observateur. Là, on va évidemment avoir un style caractérisé par l'importance du recul, de la distance prise par rapport aux gens et aux choses, une prudence, une réflexion approfondie avant de prendre des décisions ou d'agir. Donc ici, on va écouter, observer, penser avant d'agir, et on va également entrer dans un cadre où des personnes veulent prendre ces décisions sans contrainte de temps. Donc il n'est pas opportun pour ce genre de style de leur mettre des deadlines trop courtes pour des résultats d'apprentissage. Le théoricien, lui, ça c'est quelqu'un qui va se caractériser par une recherche de logique, de cohérence dans l'organisation des informations accumulées, un goût d'analyse et de synthèse. Ce sont des personnes qui vont avoir aimé les concepts et les modèles, qui aiment voir l'ensemble du modèle et qui aiment avoir une présentation logique des idées. Enfin, le pragmatique, là, c'est quelqu'un qui va se caractériser par un intérêt pour la mise en application des idées, des théories, des techniques, dans le but d'en valider le fonctionnement. Il faut donc un lien avec une situation de travail concrète. Ce sont des personnes qui vont apprendre, sans doute avec l'aide de spécialistes, mais il faut que ces spécialistes puissent montrer l'aspect pratique et l'opportunité immédiate d'appliquer ce qui est appris. Alors, ça, c'est, je dirais, une théorie avec des styles et dont il faut pouvoir tenir compte quand on veut jouer ce rôle que l'on vient d'évoquer dans la vidéo, de coach ou utiliser les clés. Mais il faut également que
l'organisation elle-même puisse mettre en place un contexte qui va favoriser ces échanges et cet apprentissage. J'ai travaillé également dans le cadre d'un projet qui voulait réaliser une organisation apprenante en termes de contexte. C'est un contexte, par exemple, pour des transferts de connaissances où l'on va développer différents axes. À la fois valoriser une culture de partage des connaissances, mais aussi fournir des moyens de les identifier, de les enregistrer, de les partager, ces connaissances. Il nous faut avoir des dirigeants qui adoptent un style de leadership qui va stimuler la créativité, la prise d'initiative, l'innovation dans les équipes. Et enfin, pour arriver à réfléchir également peut-être en matière un peu plus de structure, on peut aussi avoir une aide ou le fait d'appuyer la mise en place de centres d'expertise ou de communautés de pratique. Voilà. Merci Guy. Je pense que Martin voulait également réagir sur cette vidéo et on va continuer sur l'aspect organisationnel, je pense. Je vous en prie, Martin. Oui, tout à fait, merci. Alors bon, dans les suites logiques vraiment des propos de mon homologue, je dirais, bon, moi, je situerais vraiment la problématique peut-être à un niveau plus macroscopique. Hein. Il faut comprendre que l'apprentissage et l'apprentissage organisationnel, il faut voir tout ça comme un peu comme la construction d'une cathédrale, en fait. Et nécessairement, tout ça part, bien évidemment, par un apprentissage qui est fait à des niveaux individuels. Mais pour qu'une organisation puisse vraiment devenir une organisation apprenante ou encore être une entité qui fait ce qu'on appelle de l'apprentissage organisationnel, et il y a quelque chose de plus qui doit s'ajouter comme étage à l'édifice, si on veut. Deux raisons, je dirais, qui peuvent très certainement motiver cet intérêt ou l'engouement pour la question de l'apprentissage organisationnel sont les suivantes. D'abord, une première, vraiment, c'est qu'une organisation qui ne peut pas aujourd'hui apprendre de ses erreurs, vous comprendrez bien qu'elle est nécessairement vouée à répéter celle-ci. Il faut aussi comprendre, comme deuxième raison, qu'une organisation qui n'arrive pas non plus à conserver ses expertises collectives qu'elle développe à travers ses interventions ou à travers les années, se retrouve généralement en situation perpétuelle de réapprentissage. Hein? Donc, elle passe jamais en mode action, en fait, ce qui pourrait réduire en fait sa capacité aussi à réagir efficacement, si on veut, aux défis qu'elle rencontre. Alors, nécessairement, ces réflexions-là nous ont mené, nous, à effectuer des travaux sur la question de l'apprentissage organisationnel. Bon, le lien peut-être avec la vidéo, c'est que vous comprendrez qu'il y a un lien très intime qui existe entre transfert des connaissances ou passage des savoirs à l'intérieur de l'organisation et l'apprentissage organisationnel. À ce titre, je dirais peut-être que même, justement, l'apprentissage organisationnel représente un petit peu le moyen, le véhicule qu'on va utiliser, justement, pour faire en sorte que l'organisation deviendra apprenante. Nos travaux ont permis notamment l'identification de 5 leviers, je dirais, qui peuvent très certainement agir à créer la perception, du moins chez les membres d'une organisation, qu'il y a apprentissage organisationnel. Bon, nécessairement, dans le temps qui m'est disposé, je ne ferai pas un exposé très, très long de chacun de ces facilitateurs, mais je vais quand même tenter de vous donner une brève aperçu de ceux-ci et vous mentionnerez que, bon, vous pourrez peut-être communiquer avec le responsable du webinaire par la suite pour obtenir de plus amples informations ou des documents qui ont découlé notamment des travaux réalisés. Alors bon, pour favoriser l'apprentissage organisationnel, il est proposé nécessairement d'avoir des mécanismes qui assurent à l'intérieur de l'organisation une acquisition et une transformation des connaissances, qui est le premier levier peut-être que vous voyez ici en gauche, en bas de la diapo. Alors nécessairement, l'organisation doit être en mesure d'acquérir de nouvelles connaissances, de transformer celles-ci également et de rendre celles-ci disponibles au moment voulu à ses membres et à ses unités. Alors ça a été un premier facilitateur qui a été identifié à la fois par l'entremise d'entrevues que nous avons réalisées avec des hauts placés de la fonction publique canadienne et dans les écrits scientifiques consultés.
Un deuxième qui se confirme, c'est au niveau de la culture d'apprentissage. Donc, le simple fait de se retrouver dans une organisation qui valorise l'apprentissage à travers ses valeurs, à travers ses actions, qui permet peut-être également ou qui, comment dire, détient une conception peut-être plus positive aussi de l'erreur, hein, constitue certes un avantage, encore une fois, à l'apprentissage organisationnel. Bon, bien entendu, un troisième facteur qui est peut-être un peu convenu, mais je vous dirais ô comment nécessaire, est celui du leadership centré sur l'apprentissage. Donc, nécessairement pour mettre en place une culture, ça prend nécessairement les dirigeants qui croient en les bénéfices qui peuvent être observés au terme d'une telle initiative. Même chose pour le levier suivant concernant le soutien à l'apprentissage. Donc, les membres de l'organisation, encore une fois, doivent percevoir qu'il y a des actions qui sont mises en place, des actions et moyens concrets mis en place pour assurer le développement de leurs compétences, la transmission de celles-ci, le partage de celles-ci, et ainsi de suite. Le dernier levier est celui de la gestion stratégique des connaissances. Donc, au-delà de la culture ou au-delà des bonnes qualités des leaders qui sont en place ou encore du soutien qui est perçu de la part des membres de l'organisation, encore faut-il que l'organisation se dote d'un plan stratégique qui permet de lier à ses objectifs d'ordre plus opérationnel ou stratégique des vertus développementales ou encore des initiatives d'apprentissage à l'interne. Donc, parmi les études qui nous a été possible de réaliser, notamment au Canada, nous sommes arrivés à élaborer sur la base de ces 5 facilitateurs-là un inventaire qui permet réellement de capturer la présence de chacun de ces facilitateurs-là en milieu de travail et qui, par la suite, selon les résultats obtenus, peut très certainement se décliner en autant d'interventions possibles pour améliorer ou accroître l'un ou l'autre de ces facilitateurs-là à l'apprentissage organisationnel. Diapositive suivante, maintenant, ce que je vous présente, c'est qu'il faut comprendre que c'est bien beau l'apprentissage organisationnel, mais de façon générale, où achoppe de telles initiatives, c'est dans l'imputabilité ou la responsabilité qui est accordée à chacun des acteurs hein, de la chaîne de commandement. Encore une fois, si je peux me permettre l'expression. Ici, je prendrai le rôle du manager ou du supérieur immédiat ou en fait du chef d'équipe à travers lequel, je vous dirais, passe nécessairement la grande majorité des messages. Hein. On en est arrivé, nous, à concevoir l'implication de cet acteur-là pour le processus de transfert des connaissances ou encore une fois pour le processus d'apprentissage organisationnel dans une perspective multiniveau. Alors, à un premier niveau, et qui selon nous nécessairement est peut-être plus impliquant, mais aura d'autant plus d'effet sur le transfert des apprentissages ou encore l'apprentissage organisationnel, c'est le niveau primaire. Alors, au niveau primaire, vraiment, ce qu'on cherche à faire, c'est de prévenir les problèmes de transfert en agissant à la source. Donc, vraiment sur l'organisation du travail, sur les pratiques organisationnelles. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, ça, concrètement? Souvent, c'est est-ce que les supérieurs immédiats, dans leur évaluation de rendement annuel ou biannuel ou quinquennal, selon les modes d'évaluation en vigueur, sont vraiment imputables pour les actions qu'ils font en ce sens. Est-ce qu'ils ont, est-ce qu'on accorde de grandes valeurs à l'encadrement qu'ils font de leurs ressources dans une perspective d'apprentissage organisationnel, ainsi de suite. Donc, ce sont vraiment des choses qui sont peut-être plus endémiques, qui sont peut-être plus difficiles nécessairement à mettre en place, mais qui au commun peuvent avoir un effet plus fort, plus probant, si on veut, sur le transfert des connaissances. À un deuxième niveau, vous comprendrez bien que bon, ce qui est vu ici, c'est la formation. Hein, donc, essentiellement, c'est de sensibiliser ces acteurs clés-là du processus à l'importance qu'ils ont à travers diverses initiatives de formation ou programmes d'apprentissage d'ordre divers ou de programmes de développement du leadership. Alors, ce serait ce qui constitue les actions à ce second niveau-là, niveau qui peut avoir certes de bons effets, mais des effets qui sont peut-être moindres que ceux qui seraient attribuables au niveau primaire.
Et un troisième niveau, le niveau tertiaire, c'est vraiment ce qu'on observe dans beaucoup de milieux de travail, je dirais. C'est aussi ce qui est peut-être le plus pragmatique, ce qui est le plus accessible, c'est ce qui est aussi peut-être le moins dérangeant parfois pour certaines organisations. C'est la mise en place d'un certain nombre d'initiatives qui permettent la mise en place d'une culture qui est vraiment centrée sur le transfert des apprentissages et on y propose toutes sortes de moyens qui sont non envahissants, tels peut-être des plans d'apprentissage ou encore d'avoir des énoncés de culture ou de mission qui mettent en valeur cet esprit-là ou d'avoir des discours qui sont faits par certains acteurs clés de l'organisation pour s'assurer de l'alignement stratégique de ces initiatives-là, encore une fois. Donc, c'est un niveau qui est, je dirais, peut-être nécessaire et utile, mais certainement pas suffisant au transfert réel des connaissances et à une orientation vers l'apprentissage organisationnel. Alors, on va passer un... Merci Martin et Guy pour vos commentaires. Alors, on a déjà reçu un certain nombre de questions. Hein. J'invite ceux qui le souhaitent à continuer à les poser au travers de la chatbox. Il y a des personnes qui ont levé la main, donc dites-nous pourquoi vous avez levé la main au travers des petits messages sur le chat. Moi, j'avais une première question. Vous avez commencé à y répondre, Martin, maintenant, sur mais comment fait-on ou comment peut-on faire pour garder les savoirs de l'entreprise autrement que par coaching? Vous avez parlé d'initiatives qui étaient intéressantes. Vous avez des exemples concrets, enfin, vous ou d'autres, d'initiatives prises au niveau des organisations justement pour promouvoir cette culture d'apprentissage? Oui, bien tout à fait. Je dirais, bon, quelques exemples. On en vit un présentement, un tel exemple, hein, par la mise sur pied, par exemple, d'un forum d'échange électronique, bon, qui peut être fait, non, de façon peut-être plus circonstancielle, mais de façon plus ponctuelle à l'intérieur de la vie de l'organisation, de mettre sur pied des communautés de pratique également pour certains groupes occupationnels, peut-être pour les gestionnaires de premier niveau, de partager de l'information sur les meilleures pratiques de gestion hein, auprès des gestionnaires, d'effectuer des études de benchmarking auprès de d'autres organisations et de rendre disponibles peut-être à travers ces communautés de pratique-là les résultats qui en découlent, de mettre sur pied des ateliers, par exemple, de réflexion pour évaluer les conditions de succès peut-être d'un projet ou préalablement à la tenue de celui-ci, ou sinon encore les principales raisons de son échec. Hein. Et je pense que la notion d'erreur en milieu organisationnel, comment dire, vit souvent de sa mauvaise réputation, hein, alors que je crois qu'il y a de l'avenir aussi dans l'idée de se concentrer peut-être sur les vertus positives de l'erreur en milieu organisationnel et de savoir comment est-ce qu'une organisation peut apprendre de ces situations-là. D'autres exemples peuvent être aussi d'ordre plus pragmatique, tels que d'embaucher dès l'entrée des individus qui partagent déjà des valeurs qui sont liées à l'apprentissage organisationnel. On aura peut-être aussi la chance de revenir sur cet aspect-là sur d'autres vidéos qui seront visionnées là, au cours de la matinée. De mettre sur pied un système d'évaluation de rendement de la performance, non seulement individuel, mais également avec des objectifs groupals où c'est vraiment le groupe ou l'unité qui est mis vraiment à l'avant-scène par des indicateurs de rendement d'ordre collectif. Alors ça, ce serait quelques exemples que je pourrais vous donner pour illustrer. On avait aussi une réaction, c'est faire le lien entre une question qu'on a reçue et ce que vous dites, Martin, pour l'instant. C'est que je pense que c'était suite notamment à l'intervention de Petra sur la tenue des entretiens de développement, où il était fait référence au fait que ça ne devait pas être seulement un endroit de discussion, j'ouvre les guillemets, hein, Petra, thérapeutique, mais aussi un endroit où on évalue. C'est aussi un endroit où on fixe des objectifs, on regarde comment ils ont été atteints, ce qui a fait qu'ils ont été atteints totalement, partiellement, voire pas du tout. Petra, quel dosage ferais-tu, c'est un peu ça la question qu'on a reçue, entre la dimension reconnaissance sociale humaine d'un entretien de développement et la dimension plus opérationnelle, plus rendement, comme le disait Martin maintenant? Je pense que c'est un peu difficile de donner une bonne recette à appliquer à la règle. De manière générale, moi je pense que
quand on parle des réalisations, on parle forcément aussi de la personne. Ou en tout cas, quand on le fait bien, forcément, on parle aussi de qu'est-ce qui a été utile dans la réalisation positive ou peut-être pas encore complétée, dans les attributs que la personne a fait. La manière dont elle a managé, la manière dont elle a montré sa capacité à mettre en action. Donc, on arrive à bien mélanger. C'est un peu plus difficile dans l'autre sens. Après, je pense, donc le mieux, c'est quand c'est lié, c'est forcément ça que je pense, et pas séparé. J'ai plus de mal dans mon expérience maintenant, à vraiment, je parle des compétences personnelles et après, je parle des réalisations. Évidemment, nous sommes au travail et nous avons un entretien parce qu'on regarde qu'est-ce qu'on a fait ensemble cette année et qu'est-ce qu'on veut faire ensemble dans l'année prochaine. Donc, je pense que le plus utile, c'est toujours de lier les deux. Ça, c'est mon point de vue. Après, je dirais juste, évidemment, ça ne devrait pas être thérapeutique parce que ce n'est pas le lieu d'avoir de telles discussions et surtout aussi les personnes, les managers, ni même les RH ont les compétences pour faire ça. Par contre, évidemment, dépendant de la situation, ça peut être une année un peu plus du domaine du développement personnel et une autre année, quand on est dans un projet un peu plus long, plus être dirigé vers ce projet. C'est pour ça que je disais d'y mettre une règle. Je pense que ça enlèverait la dynamique des entretiens. Ouais. Et ça aurait aussi le risque à ce que ça soit extrêmement répétitif d'une année sur l'autre. Et je vais reprendre, merci pour cette réponse Petra, et je vais reprendre un commentaire que je lis ici sur le chat qui dit concernant l'argumentaire de Martin Lauzier, chaque cas doit être un développeur de personnel direct de ses collaborateurs et le tout c'est un dosage effectivement qu'il faut trouver. On va maintenant regarder là, il y a encore des questions, mais bon, je dois de nouveau me forcer à être le gardien du temps, mais il y a d'autres choses intéressantes à dire. Et la troisième vidéo, elle va parler, elle a été réalisée dans le cadre de l'atelier qui traitait du recrutement. Et dans cette vidéo, comme dans d'autres vidéos, elles sont toutes sur le site de l'Institut universitaire, il va être question notamment de la Learning Agility, qui est apparemment une compétence très à la mode, très sensible, et qui a inspiré, je pense, la plupart de nos experts. Hein. Et on va regarder la vidéo, et puis on va voir ce qu'ils ont à nous dire là-dessus. En termes de recherche, historiquement et depuis de nombreuses années, clairement, les outils de raisonnement, on va dire tous les aspects cognitifs, sont les plus élevés en termes de validité prédictive. C'est-à-dire, très schématiquement, si vous vous basez sur la recherche et que vous ne voulez utiliser qu'un seul outil, vous choisissez un test de raisonnement abstrait. C'est celui-là qui a le plus de chances de vous faire sélectionner le bon candidat. L'intelligence globale reste le facteur de succès le plus important. Est-ce que ça veut dire que je conseille de ne pas faire d'entretien, de ne pas faire de questionnaire ou autre? Pas du tout. Parce que ces autres outils vont avoir d'autres valeurs ajoutées, comme par exemple le fait de pouvoir évaluer l'adéquation entre le candidat et la fonction, l'adéquation entre le candidat et la culture de l'entreprise, ce genre de choses-là. De toute façon, un des aspects les plus importants à garder en tête, c'est que la combinaison d'outils est ce qui apporte les résultats les plus élevés en termes de validité prédictive. On veut recruter des gens non pas pour une fonction mais pour une carrière et donc on va être hyper attentif aux aspects personnalité, ce qu'on appelle parfois un peu les compétences sociales. Il y a quelque chose il y a un paradoxe là quand même. D'un côté ils disent on doit être attentif à ça et donc on a des instruments qui mesurent ces compétences, je veux dire la personnalité et les compétences sociales, hein, mais la recherche nous dit autre chose. Quoi ? Tout à fait, c'est on va dire un paradoxe qui est constamment présent dans toute sélection et c'est pour ça que je mentionnais. Il faut savoir sur quoi on veut se baser. Si je regarde ce qu'indique la recherche en tant que compétence la plus importante pour être une personne efficace en ressources humaines, et ça c'est très récent, la compétence la plus importante, c'est le raisonnement abstrait.
Parce que c'est ça qui permettra de s'adapter à toutes des situations différentes, quelle que soit la situation. Donc ça ne va pas être le côté personnel, le premier. Bien sûr, on ne va pas recruter quelqu'un qui va faire des ressources humaines si ça ne fonctionne pas en termes relationnels. Donc il faut le tester aussi. Mais ce côté raisonnement abstrait, est-ce qui est lié à la capacité à s'adapter à des situations qui vont être changeantes dans le futur et différentes. Et donc ça, c'est un test qu'on va implémenter très tôt dans le processus de recrutement, dont les résultats vont être très intéressants, mais frustrants à interpréter, parce que c'est soit très bon, soit moyen, soit pas bon. Et ça, c'est moins gai en tant que recruteur d'avoir ce type d'outil-là. Le Learning Agility, c'est vraiment quelque chose dont on parle de plus en plus pour l'instant dans tout ce qui est RH, parce que c'est une des compétences du XXIe siècle. C'est clairement de plus en plus important. Et qu'est-ce qu'il y a là derrière? Learning Agility, il y a deux aspects principaux. Je vais vraiment résumer la recherche. Il faut être capable d'apprendre, il faut avoir envie d'apprendre. Ce sont en très résumé. Capable d'apprendre, on revient à tous les aspects cognitifs, à tous les aspects de mesure de la capacité d'apprendre. Et motivation d'apprendre, on est dans les aspects de curiosité, d'adaptation au changement, d'avoir envie de s'adapter et de changer totalement d'environnement de travail. Donc ça, c'est les deux choses. Alors, ce deuxième aspect-là, on peut l'évaluer avec des questionnaires de motivation, de valeur, de personnalité, en entretien. Mais alors, ça présuppose que l'intervieweur doit aller beaucoup plus loin que la fonction. Voilà, donc dans cette vidéo, finalement, il y avait deux thématiques. C'était la capacité prédictive des questionnaires, des entretiens, de l'outillage finalement du recruteur et la Learning Agility. Alors, Kim Marshall, au niveau de la prédictivité de certains instruments de sélection, vous vouliez dire un mot? Oui, tout à fait. Donc, comme le slide le présente, et un petit peu dans la ligne de ce qui a été dit dans la vidéo, effectivement, les différents outils peuvent avoir des validités tout à fait différentes. Et voici ici le résultat d'une étude qui a été menée il y a déjà un certain temps, mais qui montre que l'on peut aller de la graphologie à 0,02 jusqu'à des aspects plus cognitifs. Et on le voit, malgré tout, ces aspects cognitifs n'atteignent pas une prédictivité très très élevée. On l'a évoqué dans la vidéo et je le confirme tout à fait, c'est évidemment un mélange de différents tests, de différents outils qui va permettre d'aller un petit peu plus loin. Et vous voyez, ce n'est pas un hasard, les assessment centers par exemple vont aller beaucoup plus haut en termes de validité des résultats. Mais, on l'a bien dit également, les métiers, les fonctions, les carrières dans les entreprises évoluent. Ça devient difficile de pouvoir tester une connaissance bien particulière. Les fonctions évoluent vers une notion plus de rôle, différents rôles que la personne va jouer successivement dans l'entreprise. Et donc, on va davantage orienter la sélection vers, d'une part, des capacités à s'intégrer dans l'entreprise. Je ne reviens pas ici sur ces aspects de valeurs et d'indicateurs de comportement qui y sont liés, mais aussi sur cette fameuse capacité d'apprendre. Et là, on parle d'une Learning Agility qui regroupe à la fois un aspect être capable et d'autre part avoir envie. Et là, disons que j'aime bien une connaissance qui a développé une petite réflexion basée sur le fonctionnement électrique. On voit ici dans le schéma que le potentiel, la puissance d'apprentissage, donc la learning power, est en fait la combinaison, la conjonction de, d'une part, un flux d'informations, information flow, et d'autre part, une tension d'apprentissage, la learning tension. Et ici, il faut comprendre cette tension d'apprentissage comme étant justement cette motivation que les gens vont avoir à apprendre, leur envie d'apprendre, mais qu'ils peuvent évidemment avoir de façon plus ou moins naturelle, mais qui, à nouveau, peut être stimulée par les responsables, par les dirigeants dans leur style de leadership. Et enfin, si l'on considère donc toute cette potentialité d'apprentissage, qui est l'ensemble du carré bleu, on voit que les personnes vont pouvoir apprendre en fonction de leur learning competence, donc de la compétence d'apprentissage qui est bien là
leur capacité à apprendre. Et on peut revenir alors sur effectivement cette notion de l'aspect cognitif et d'être capable à apprendre. Et donc, très important donc d'avoir dans une entreprise à la fois un environnement qui met l'information à disposition, un leadership qui stimule l'innovation et l'envie d'apprendre, et la capacité des individus à apprendre donc à un niveau plus individuel, plus personnel. Voilà ma réflexion. Mais merci Guy. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que vous nous parlez de potentiel. Ça me rappelle vaguement mes cours de physique. Et il a été beaucoup clairement question de learning agility quand on a parlé de la distinction à faire entre les hauts performeurs et les hauts potentiels dans les entreprises. Et finalement, le potentiel d'apprendre contribue largement au potentiel des collaborateurs. Martin voulait réagir aussi sur l'aspect capacité d'apprentissage. Oui, en fait, j'inverserai peut-être toutefois les points de la diapositive pour, bon, dans l'ordre, revenir avant tout sur les points relatifs à la validité prédictive de certains instruments de mesure. Et bon, là encore une fois, je rejoins tout à fait là, les propos là, de mon homologue et aussi certains de ceux qui sont mentionnés dans la vidéo. Il faut comprendre que effectivement, l'intelligence, le facteur G, ou appelons-le comme on veut, en sélection de personnel, c'est un résultat pour lequel on détient des preuves relativement assez éloquentes, je dirais. C'est possiblement un des résultats les plus robustes qui existent même en sélection de personnel ou même en psychologie du travail des organisations, qui est celui du lien positif qui existe entre généralement ces habiletés cognitives-là et la performance en emploi. Toutefois, il faut comprendre que cette relation-là positive qui existe entre ces deux variables-là est modérée par le niveau de complexité de l'emploi. Alors, passé un certain niveau de complexité, le lien positif entre les habiletés cognitives et la performance devient moins clair, moins évident. Donc, c'est comme pour des emplois de plus haut niveau ou des emplois d'ordre plus stratégique, c'est comme si ce n'était plus nécessairement cette variable-là qui allait, ou le score à ce test-là qui allait nécessairement faire en sorte qu'on allait trouver le meilleur candidat. Parce que vous comprendrez bien que plus on s'élève à l'intérieur de l'organisation, plus nécessairement la qualité des candidatures repose à la fois sur d'autres éléments, et plus on s'élève également, mais plus souvent ces candidats-là scorent déjà très haut au niveau du fameux facteur G. Donc, il existe peu de discrimination entre les candidats reçus. Il faut comprendre toutefois qu'avec l'application de ces tests-là, il y a certains effets adverses. Hein. Donc, ce sont concernant l'expérience appliquant, là, quelque chose qu'on n'a pas nécessairement abordé dans la vidéo. Il faut comprendre que les gens qui sont appelés à prendre ces tests-là, lorsqu'ils participent à des processus de sélection, ne font pas toujours nécessairement de gaieté de cœur. Hein. Donc, ce sont des tests qui ont généralement des problèmes au niveau de la validité apparente. Les gens arrivent peu à voir, en fait, le lien qui existe entre l'emploi pour lequel ils postulent et le test qu'ils passent à l'intérieur d'un processus. Il y a des études qui ont été menées aussi à savoir s'il existait des différences entre des tests d'ordre plus général, testant des habiletés d'ordre spatial ou encore quantitatif, versus des tests d'intelligence dits plus spécifiques, hein, menés plus concrètement sur les tenants d'un métier particulier, d'une profession particulière, quoi que ce soit, pour se rendre compte qu'en fait, c'est que le second permet ou offre la perception ou donne la perception aux candidats qu'ils réussiront à faire mieux, mais généralement les résultats à l'un ou à l'autre sont relativement similaires. Hein. Qu'est-ce qu'il faut retenir ou voir dans l'utilisation des tests comme ça? En tout cas, du moins, moi, l'utilisation que j'en fais en pratique de façon générale, c'est qu'il faut voir également qu'il y a un comportement chez l'applicant à l'intérieur de ces tests-là. Hein, d'une part, on peut regarder le score obtenu, oui, très certainement, le nombre de bonnes réponses, mais aussi ces tests-là, il ne faut pas oublier que souvent, ils sont administrés sous une pression du temps.
Alors, le candidat ne bénéficie pas d'un temps illimité pour pouvoir répondre à l'ensemble des questions d'un questionnaire d'intelligence, mais souvent, on le limite à quelques minutes seulement. Il peut être intéressant aussi parfois de considérer la prise de risque. Le fait qu'une personne réponde peut-être à 30 questions à l'intérieur du temps permis, mais qui en ait réussi 20 sur 30, peut être une indication de quelque chose, versus une personne qui a répondu seulement à 15 questions et qui a eu 12 sur 15. Alors, peut-être qu'à ce niveau-là, comme condition d'utilisation, c'est aussi d'essayer de penser aux autres éléments qui peuvent être intéressants de considérer dans une évaluation. Je passerai maintenant au point sur l'adéquation entre la personne et l'emploi. Bon, nécessairement, oui, c'est bien l'intelligence comme facteur, mais je pense qu'une des vedettes montantes, en tout cas du moins en sélection de personnel, c'est aussi le critère qui concerne cette fameuse adéquation-là qui existe entre personne, emploi et organisation qui est quelque chose de nouveau, étudié depuis peut-être les 30 dernières années, pour lequel encore beaucoup de recherches, je vous dirais, restent à venir, mais du moins qu'on observe quand même des résultats qui sont non négligeables. À cet égard, je dirais, une étude récente d'ailleurs démontrait que le lien qui existait entre le fit à l'embauche et le niveau d'engagement organisationnel d'un individu quelques mois après son intégration dans l'organisation était positif. Donc, nécessairement, le défi pour l'employeur ici, c'est de savoir comment intégrer ces maillages-là à l'intérieur de l'élaboration de ce qu'on appelle maintenant sa marque employeur. Donc, de pouvoir faire une sélection sur la base de sa marque employeur. Merci Martin. Et à ce stade, moi je vais peut-être faire le lien avec la dernière vidéo de ce matin. Sur la quinzaine qui a été réalisée, on a dû en choisir 4. Vous en avez choisi 4, vous les experts. Et la prochaine vidéo, elle va parler des compétences, mais aussi des valeurs à vivre à côté des compétences. J'ai eu par le passé une collègue au sourcing, au recrutement, quand elle parlait d'une personne pour un poste, elle avait une expression qui consistait à dire « ça devrait le faire ». Et donc, terminer ce webinaire par une dernière vidéo qui traite des valeurs à vivre dans l'entreprise, c'est une manière aussi d'appréhender la manière dont le candidat va fitter avec le poste à pourvoir. On regarde la vidéo. Des candidats avec les valeurs de l'organisation. Et là, je vais citer un petit peu Jack Welch, qui était un maître dans tout ce qui était plan de succession, et il a transformé GE, donc les gens vont dire ça fait un bout de temps, mais c'est quand même la référence encore, qui lui disait que dans une organisation, on a 3 catégories. On a les stars, ceux qui performent bien, et en plus font ça en alignement avec les valeurs de l'entreprise. Formidable, ceux-là, il faut absolument les garder, les chouchouter, les garder à vie. Ensuite, il y a, entre guillemets, les travailleurs, les workers. Ce sont ceux qui ne sont pas des contributeurs extraordinaires, mais ont des performances solides. Et qui souvent, bien sûr, sont alignés aussi et qui sont aussi alignés avec les valeurs de l'entreprise. Ensuite, on a ceux qui ont des problèmes soit au niveau performance, soit au niveau de l'alignement avec les valeurs. Ceux-là, il ne faut probablement pas trop compter sur eux et même qu'ils sachent que la firme ne compte pas sur eux. On en sous-estime, à mon avis, très souvent cette question de valeur. Et je ne pense pas aux valeurs telles qu'elles sont reprises dans un rapport d'activité. Je ne pense pas aux valeurs telles qu'elles sont affichées sur un site web d'une organisation. Je pense aux valeurs telles qu'elles sont réellement vécues dans l'organisation. Et lorsque ces valeurs sont réellement vécues et partagées, j'invente pas 80% ou 90% des collaborateurs, recruter alors de l'extérieur quelqu'un qu'on importe d'une certaine façon, qui ne connaît pas ses valeurs, et ça lui prendra 3-4 années pour vraiment savoir comment fonctionne cette organisation et les collaborateurs dans cette organisation, ça complique les choses. C'est une des raisons pour lesquelles, je me rappelle d'une autre organisation qui les avait aussi abordées, qu'ils avaient eu des expériences, mais très négatives, avec des personnes qu'ils avaient recrutées d'extérieur et qui en avaient marre d'une certaine façon, qu'ils ont privilégié depuis lors, non pas le recrutement de l'extérieur, mais plutôt identifier la high potentials en interne pour les mener d'un niveau 1 à un niveau 2, voire les préparer pour les postes de CEO ou de directeur général adjoint, par exemple, parce que ça cause moins de dégâts, si je peux m'exprimer de cette façon. Moi, je me rappelle une autre organisation, pour être très concret, où cette organisation était
confronté, si je peux me permettre de formuler de cette façon, avec un collaborateur, une collaboratrice, qui était très fort en compétences techniques, qui avait certains problèmes au niveau des compétences sociales, et notamment qui ne savait pas adhérer aux valeurs vécues dans l'organisation. Et je me rappelle, ces valeurs vécues dans cette organisation, c'était la transparence, la communication aussi en interne, comme vers l'extérieur, et le travail en équipe. Donc, un personnage très fort en compétences techniques, mais qui ne savait pas s'adapter à ces valeurs-ci. Avec le résultat, à la fin du compte, que l'organisation et le ou la collaboratrice, finalement, ont décidé de se séparer. Donc ça peut aller très loin. Je crois que c'était aussi David qui le disait. Vous pouvez disposer de quelqu'un qui a un potentiel, compétences techniques très fort, mais lorsqu'il ne peut pas œuvrer ou, travailler au sein d'une équipe parce que les projets deviennent de plus en plus complexes, on a besoin de travailler dans des équipes, alors on ne peut rien faire avec ce potentiel. Voilà toute la nuance entre les compétences, les valeurs et comment on sélectionne, comment on travaille tout cela, notamment lors du recrutement. Et Martin voulait réagir sur cette vidéo. Oui, bon, en fait, je dirais que je commencerai peut-être par le second point de la diapositive pour faire un lien avec ce qui était mentionné par M. Wagner dans la vidéo. En fait, il faut comprendre que oui, toutes ces valeurs-là, nouvelles valeurs souvent en vogue ou désirées maintenant de nos candidats et également des organisations au sein desquelles ils travaillent, telles l'adaptabilité, la tolérance à l'ambiguïté ou encore l'ouverture au changement, sont des choses qui sont relativement assez stables chez les individus. Hein? Ce sont des dispositions ou des tendances dispositionnelles qui sont stables, qui sont forgées au gré des expériences, mais aussi qui sont le propre de la personnalité de ces gens-là. Et je pense que parfois, il faut reconnaître les limites du formable. Bien que ces attraits-là soient désirables, il faut comprendre que l'adaptabilité ou la tolérance à l'ambiguïté, pour certaines personnes, malgré les programmes de formation ou de développement offerts ou de coaching ou d'encadrement, n'arriveront pas à faire de ces individus-là des personnes qui s'adaptent mieux à leur environnement ou encore qui tolèrent mieux l'ambiguïté. Ce qui vient peut-être justifier maintenant la place de la personnalité en sélection de personnel, donc qui revient peut-être au premier point maintenant de la diapositive. Donc oui, en effet, ce qu'on observe, contrairement au passé, bien qu'il y ait un historique très long de l'usage des tests d'intelligence en sélection de personnel, je vous dirais, il y a 50 ans, on ne parlait pas d'usage de tests de personnalité à des fins de sélection, tout simplement parce que c'était une mauvaise pratique. Mais depuis 20 ans maintenant, je vous dirais, il y a énormément de travaux de recherche qui se sont effectués et on en est arrivé, en tout cas, je dirais, il y a des clans à l'intérieur de ça, on ne s'entend pas en tout cas encore très bien là, sur ce qu'il faut faire, mais néanmoins, on reconnaît l'avantage que peut apporter la mesure de la personnalité. Et là, moi, je trancherai pas le débat ici, mais je vais plutôt essayer de vous résumer rapidement la pensée de ces deux clans, que j'appellerai là simplement les optimistes et les pessimistes. Alors, du côté des optimistes, pourquoi que la personnalité pourrait être importante en sélection de personnel, pour être en mesure de vraiment évaluer l'adéquation qui peut exister entre les valeurs de l'individu et celles de l'organisation. Elle peut être pertinente parce qu'elle a vraiment une explication supplémentaire au test d'intelligence conventionnelle. Et ça, c'est quelque chose qui a été démontré. Donc, c'est un élément qui est stable de la personne ou de l'individu, donc nécessairement moins formable et doit être pris en compte dans le choix d'un candidat pour travailler au sein de l'organisation. Chez les pessimistes, maintenant, je vous dirais, pour eux, c'est que oui, on observe peut-être de tels effets, mais selon eux, les effets observés restent relativement assez marginaux et ne sont peut-être justement pas assez fiables encore à l'heure actuelle pour qu'on puisse vraiment considérer un tel usage. Ceci dit, elles peuvent être plus utiles chez certains corps et métiers ou emplois particuliers et peut-être moins chez d'autres nécessairement. Un autre argument qu'allèguent les pessimistes est à l'effet de la facilité
prétendu pour les candidats de feindre leur réelle réponse à de tels examens, à de tels inventaires de personnalité, ou du moins le degré auquel ces inventaires de personnalité-là sont hautement plus sensibles aux biais psychologiques, bon, tels le faking ou la gestion des impressions, ainsi de suite. C'est quelque chose, ça, qui est, oui, comment dire, duquel on atteste, mais pour lequel on détient encore bien peu d'informations sur le plan empirique, à savoir quel est le réel effet de ces tactiques-là sur les résultats observés à ces tests de personnalité-là. Naturellement, l'avenir nous le dira. Maintenant, pour le dernier point, il faut comprendre que, encore une fois, dans l'évaluation de la congruence entre les valeurs individuelles et organisationnelles, on observe une tendance où maintenant certaines organisations, mais aussi certains pourvoyeurs de services, offre des outils qui permettent aux organisations maintenant d'évaluer aussi ce que moi, bon, j'ai appelé comme ça candidement là, le côté obscur de la personnalité, c'est-à-dire en fait les dérailleurs ou les traits de personnalité qui pourraient peut-être justement nuire à la fois à l'individu lorsque placé dans son équipe ou encore même nuire au fonctionnement organisationnel. On pense entre autres au Hogan Dark Side ou le Dark Triad ou encore aux dérailleurs développés par Lominger dans l'architecte de carrière. Donc, ce sont des caractéristiques qui, lorsque surutilisées, peuvent parfois mener sur une mauvaise route, peut-être certains candidats ou certains employés. Alors, c'est une tendance qu'on voit ça apparaître chez certaines organisations. Ok. Petra voulait aussi réagir sur cette vidéo. Oui, moi, c'était plus sur le niveau apprentissage organisationnel dont on a déjà parlé aussi. Je pense que ce qu'on a vu là aussi réfère à cela. Il est clair que le développement d'un plan de succession est très important et utile pour préserver les compétences et les valeurs gagnantes de l'entreprise. Ça, c'est le winning team, le winning setting, et cela permet aux collaborateurs d'avoir des plans de carrière et avoir aussi une bonne vision sur ce qui est demandé. Or, je pense que si on utilise un plan de succession pour remplacer carrément le recrutement externe, parce qu'on essaye d'éviter le risque et l'effort nécessaire d'intégration, me paraît porter un risque de reproduction sociale pour l'entreprise, qui risque de s'enfermer sur elle-même et limite sa capacité d'évoluer. Et pensez juste aux effets de génération qui ont, les générations Y, Z, X, qui ont quand même à la base des valeurs légèrement différentes. Alors, je pense que c'est encore une fois une question de bonne balance. La solidité des valeurs de l'entreprise et sa compétitivité et sa capacité de s'inscrire dans l'avenir, je pense, dépendra aussi de sa capacité à s'ouvrir au nouveau et de l'intégrer et de se développer et de développer aussi ses valeurs en fonction de cela. Donc c'est vraiment une question de dosage et je pense aussi, encore une fois, d'observation et de mise en question permanente qui est nécessaire actuellement. Alors, adéquation personne-organisation, oui, mais laisser de l'espace aussi pour l'innovation, pour la curiosité et pour le développement continu. Voilà. Voilà. Ok, mais voilà, on arrive un peu à la fin de ce webinaire. On a encore l'une ou l'autre question et c'est clair que il y avait ces aspects dérailleurs là qui sont cités par l'un ou l'autre et qui sont relativement importants. Mais tout à l'heure, j'avais une question par rapport à l'image que l'on peut donner au travers des outils et de la manière dont on recrute. Quelle est votre expérience à vous en tant que responsable de ressources humaines sur l'aspect image que l'on peut donner de l'entreprise au travers du processus de recrutement mis en œuvre? Vous avez des choses à dire là-dessus? Bah, oui, si je peux. Oui, je t'en prie, Petra. Bah, j'ai travaillé dans un secteur de consultance avant aussi, et en tout cas, le feedback qu'on a souvent entendu
des candidats, c'est que dans un secteur semblable, avec des packages, notamment pour des jeunes diplômés, très semblables, qui varient que très peu, sur des parcours de développement sur les premières années extrêmement semblables aussi, les candidats ont dit qu'ils ont fait finalement le choix moins sur une légère différence de salaire que sur comment le processus a été conduit et aussi sur la qualité des entretiens. Donc en fait, c'est moins donc la prédictibilité, mais sur la qualité des entretiens, de l'échange quand même, le facteur humain qui a influencé là encore une fois, et qui peut correspondre en fonction des valeurs, et c'est intéressant, là on retombe dans la dernière vidéo, ça convient mieux ou moins bien à l'un ou l'autre, à qualité égale en soi, mais quand même ce qui est reflété par l'organisation est important pour le choix de la personne et certainement aussi important pour le recruteur pour voir comment la personne, le candidat réagit. Donc je pense que, oui, je pense aussi que il est important quand on utilise des outils d'évaluation que c'est important de bien expliquer et à ce moment-là c'est bien accepté aussi dans quel contexte on l'utilise, qu'est-ce qu'on fait des résultats et pourquoi exactement on utilise les résultats de ces évaluations. Ça a un impact sur après l'engagement de la personne et avec quelle attitude elle va déjà dans l'entreprise. Et le dernier point, et je pense même qu'un entretien et un processus de sélection, c'est bien quand on émet à ce moment-là aussi déjà pas mal d'éléments sur la culture, de qu'est-ce qu'on attend ici et qu'est-ce qui est important dans cette organisation, qu'est-ce qui est un go et qu'est-ce qui est un no-go dans ce qu'on dit, dans ce qu'on décrit, et ne pas uniquement l'avoir dans le processus dans une direction, on veut savoir quelque chose du candidat. Parce que ça a un impact après sur la réussite et sur la longueur de l'adaptation. Ça, c'est une hypothèse, je ne l'ai pas validée scientifiquement, mais j'aurais une hypothèse que l'adaptation est plus rapide lorsque, dans le processus de recrutement, on a déjà transmis des éléments sur les valeurs et sur comment ça fonctionne dans l'organisation. C'était aussi important, c'est une des choses que tu as sorti dans un des ateliers, où notamment tu faisais référence aux différentes générations, hein, X, Y maintenant, et que les générations les plus jeunes étaient demandeuses de feedback immédiat par rapport aux résultats, à leur questionnaire et à leur travail à l'assessment qui était fait de leurs compétences. Mais Guy voulait aussi intervenir et réagir. Oui, effectivement, donc en matière justement de recrutement et cette notion d'employer branding, hein, donc image de marque, chez nous à la police belge, c'est quelque chose qui est très important parce que il y a très souvent, donc nous avons énormément de candidats pour un nombre de places relativement réduit, et si je schématise très fort à un niveau d'engagement de base, il y a à peu près un candidat sur 7 qui va obtenir satisfaction pour entrer à la police. Et donc, il est très important qu'on puisse avoir aussi une image correcte de ce à quoi les gens doivent s'attendre quand ils sont candidats. Et il faut dire qu'à cet égard, parfois, un certain nombre de feuilletons ou d'images que l'on peut propager sur ce qu'est la police est tout à fait contre-productive, parce que ce n'est pas ça ce que l'on veut, en tout cas pour la police belge, par rapport à certains feuilletons. Et donc, il est très important que nous ayons des possibilités en termes de campagne de recrutement pour donner cette image la meilleure possible, pour que, à travers l'ensemble des épreuves de sélection, j'ai montré un tableau tout à l'heure, nous en appliquons un certain nombre, à côté donc des tests d'aptitude cognitive et de questionnaires de personnalité, nous avons aussi des entretiens structurés, où nous allons alors soumettre les candidats à certains paradoxes en matière d'intégrité, de diversité, de respect, de changement, etc. Et où, en fait, il n'y a pas de bonne réponse, mais l'on veut voir quelle est la façon dont les personnes vont réagir par rapport à ces casus auxquels ils sont soumis. Et donc, bien voilà, l'importance d'avoir dès le départ une bonne image et de pouvoir en cours de route éliminer ceux, et je vais rejoindre ce que Martin Lausier disait, ceux qui ont un peu le côté obscur de la personnalité que l'on va éliminer pendant ces entretiens structurés.
J'avais une dernière question, je m'excuse auprès de ceux dont je n'aurais pas eu l'occasion de reprendre toutes leurs questions, mais qui fait un petit peu le lien. Ce qu'on a dit sur les organisations apprenantes, la capacité que doivent avoir les organisations à développer les compétences de leurs collaborateurs, et ce que Petra a dit dans sa dernière intervention avec le fait qu'il fallait aussi avoir une réserve en interne, une promotion en interne. Comment est-ce qu'on peut faire le lien entre le pipeline des successeurs potentiels, d'une part, et l'organisation apprenante? Quelles sont vos expériences en la matière éventuellement? Si je peux juste intervenir sur ce côté d'équilibre entre recrutement externe et mobilité interne. Donc il y a des procédures en termes de développement et de possibilités de développement interne, mais nous avons une politique qui est très claire où, au niveau des engagements pour les cadres moyens, cadres supérieurs, il y a une règle de répartition 50-50. 50% vont provenir d'une promotion interne et 50% vont provenir de recrutement externe pour apporter ce côté nouveau regard sur l'organisation. D'autres réactions, Petra? Oui, peut-être juste pour dire, il y a aussi certaines conventions collectives, en fait, qui imposent que tout poste ouvert doit aussi être publié en interne dans une entreprise. Alors qu'il fait déjà que, avec cela, on garantit pour les candidats en interne à ce qu'ils aient un traitement, au moins l'opportunité aussi de postuler et de se développer, soit transversalement ou en évolution de carrière. Je pense que ça, c'est une bonne chose. Après, je pense que ça dépend beaucoup le choix finalement, de vraiment du profil de poste et de la projection de ce poste dans l'avenir. Par moment, quand c'est relativement clair, quand il s'agit de nouveaux domaines qui n'existent pas encore dans l'entreprise, je pense que la probabilité à ce qu'un candidat externe puisse apporter cela par une autre formation et expérience est plus grande. Et ça dépend aussi du temps qu'on a pour développer ces compétences. Là, on parle de formation. Des fois, le besoin de l'entreprise peut être très rapide, et puis il n'y a pas le temps de former quelqu'un, et surtout quand on n'a pas les compétences en interne pour former cette personne. Donc, encore une fois, je pense qu'il faut il faut avoir le regard sur les deux, à court terme et à moyen terme. C'est ça l'idée du plan de succession, à pouvoir anticiper sur les besoins de l'avenir aussi. Et ça c'est les garants. Quand c'est les besoins immédiats, je pense qu'il faut regarder the best person for the position, dans l'intérêt de l'organisation. Ok. Bon, je vois le temps qui court et on s'est engagé auprès des différents participants et invités au séminaire à respecter le timing de midi et demi. Donc, on va arriver à la conclusion. Je vais demander dans quelques instants à Monsieur Wagner de dire quelques mots pour conclure cette matinée, qui nous donne un peu ses impressions et ce qu'il va retenir de cette matinée. Avant cela, simplement vous rappeler que le webinaire a été enregistré, que dès qu'on aura fini les aspects techniques, on le mettra sur notre site. Et sur notre site de l'Institut, vous trouverez également l'ensemble des vidéos qui ont été réalisées en clôture de ce portfolio de projet qu'est l'Observatoire des compétences, une quinzaine de capsules vidéo dans lesquelles on va notamment aborder tout l'aspect relatif aux études thématiques, le second pilier qui n'a pas été abordé ce matin, mais qui est néanmoins un pilier important de l'Observatoire des compétences. Monsieur Wagner, éventuellement, quelques mots pour conclure? Pas facile de conclure. J'essaierai de faire ça, sur deux axes. D'abord, en termes de conclusion, et par après, ce qui pourrait se passer suite à ce webinaire. Alors, pour conclure, sans aucun doute, c'était un sujet, voire c'est une thématique passionnante. Toute cette thématique des ressources humaines et comment on peut arriver, contribuer à développer les compétences de ses collaborateurs. Deuxièmement, en ce qui concerne les personnes qui ont participé à ce webinaire, il ne fallait pas les convaincre. Là, on aurait prêché à la chapelle. Donc, tous ceux qui ont participé sont passionnés des ressources humaines. Troisièmement, concernant l'exposé de M. Lausier, et notamment l'argumentaire qu'il faisait sur les 5 facilitateurs de la Learning Organization, donc là, j'ai bien pu comprendre, si je me trompe, que oui, si une organisation veut bien se préparer pour demain, pour l'avenir, il faut qu'elle dispose d'une stratégie de développement, elle-même déjà, pour l'organisation en tant que telle. De cela, il faudra dériver une stratégie RH
pour disposer alors demain, dans 5 ans, dans 7 ans, des ressources humaines dont on aura alors besoin. Troisièmement, si on veut aller dans cette direction, il ne faut pas seulement faire du bavardage, il faut devenir concret, définir des actions concrètes de formation continue, des actions concrètes d'entretien des développements personnels, fixer lors de ces objectifs, lors de ces EDP, des objectifs concrets et réalistes à atteindre et à les évaluer aussi par après. Et toujours en ce qui concerne, M. Lauzier, si je me rappelle bien, cette histoire de transfert des apprentissages, transfert du savoir et du savoir-faire, ça c'est très important. Et dans ce contexte, c'est pas seulement le service ressources humaines qui est concerné, mais à la fin du compte, il est apparu que chaque cadre est alors un développement personnel. Ou comme le dire en anglais, jede Führungskraft ist ein Personalentwickler. Je crois que Petra Buderus pourrait voir ça de la même façon. Concernant l'exposé de M. Marshall, je n'ai pas tellement entendu dire d'une façon claire, mais j'ai cru comprendre entre les lignes que peut-être le secteur public est encore un terrain plus complexe pour développer les collaborateurs, dans les fonctionnaires du secteur public, que c'est déjà le cas pour les organisations du secteur privé. Alors en ce qui concerne maintenant ce webinaire, Dominique va prendre la parole par après pour remercier tous ceux qui ont participé. Moi je me pose la question, quelle sera la suite de ce webinaire? Pourquoi? D'abord parce qu'il est clair, l'importance des ressources humaines au Luxembourg et pour le Luxembourg, c'est une donne tout simplement. C'est la seule richesse à laquelle nous disposons, nos propres ressources humaines et les ressources humaines dites transfrontalières. Puis, deuxièmement, ces ressources humaines, de mon point de vue personnel, ne sont pas assez exploitées dans le cadre de la plupart des organisations. On n'en profite pas assez comme on pourrait en tirer profit dans l'intérêt de l'organisation, comme dans l'intérêt des collaborateurs pour les développer à d'autres postes, par exemple. Troisième chose à dire, les ressources humaines dans les organisations luxembourgeoises, qu'elles sont du secteur public ou du secteur privé, sont d'abord considérées et davantage comme un coût et pas assez comme un investissement. Et que, quatrièmement, donc là je me répète, mais ça je fais volontairement, le développement des ressources humaines n'est pas seulement donc l'affaire du service ressources humaines, mais tous les cadres sont directement aussi responsables et il faudra alors leur donner comment dire, le savoir et le savoir-faire nécessaires pour qu'ils réussissent dans cette démarche. Et je vous passe la parole, Dominique. Merci beaucoup, M. Wagner, pour ce mot de la fin. Finalement, nous sommes tous responsables de la gestion des compétences, les nôtres d'abord, et puis celles de nos collaborateurs en tant que manager et responsable que nous sommes. Il me reste à remercier nos intervenants. Merci Petra, merci Guy, merci Martin, merci Diane, merci M. Wagner pour votre participation. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, et ils étaient quelques-uns aujourd'hui, et à bientôt sûrement sur le terrain de la gestion des compétences encore. Au revoir à tous.